Nous avons avec nous l'honneur d'avoir Monsieur Aynan Sougé. Allô, bonjour, est-ce que vous nous entendez? Bonjour Nizal, je t'entends très bien. D'accord. Bonjour, bonjour. Bonjour à Radio Nantes. Merci à Bandet le relais des Djiboutiens de l'intérieur et de la diaspora. Oui, justement, on va beaucoup parler. Alors, Monsieur Aynan, si on vous a invité aujourd'hui, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui est en train de secouer un tout petit peu le monde politique djiboutien. C'est tout nouveau. C'est la toute première fois que le président djiboutien enfin qu'il y a une plainte qui a été déposée contre lui ici au niveau de la France et on va essayer de comprendre tout ça. Cette plainte-là a été déposée par le CEDD, le Comité européen de la diaspora djiboutienne. On aimerait savoir qu'est-ce que c'est que le CEDD d'abord, avant d'attaquer le sujet de la plainte. Et qui est Aynan? Aynan que nous on connaît comme un cyberactiviste, comme un lanceur d'alerte finalement. Et puis là, vous passez, on a l'impression, à un stade supérieur. Qui est Aynan? Euh, D'accord. D'abord, je vais te remercier Nidal pour le formidable travail que tu fais pour la diaspora djiboutienne. Et merci d'être une vitrine de parole libre, une vitrine à travers laquelle on peut s'exprimer librement, échanger entre les Djiboutiens. Voilà, je dois te dire que le collectif, il ne s'agit pas d'un comité, c'est un collectif. Le collectif européen de la diaspora djiboutienne est une organisation sans but lucratif. C'est une association qui a été fondée en 2017 à Bruxelles par moi-même et par des citoyens djiboutiens de la diaspora. D'accord. Ce collectif, c'est une organisation de la société civile. La société civile a pour but de promouvoir en fait la démocratie et d'influer et d'apporter les valeurs des droits de l'homme et améliore en fait l'instauration d'une démocratie ou l'application des institutions dans un pays donné. Et le sous-rôle de la diaspora. D'accord. Excusez-moi, Monsieur Aynan, je vais juste vous demander peut-être de vous rapprocher un tout petit peu plus du téléphone, de parler un peu plus fort pour que l'on puisse bien comprendre ce que vous nous dites. D'accord. Est-ce qu'on m'entend mieux? Ah, voilà, excellent. D'accord, très bien. Je dois te dire que c'est une organisation de la société civile. Mhm. Elle fait le même travail que une société civile étant soit une organisation, soit une association. C'est l'ensemble des acteurs en fait qui ont un caractère non gouvernemental et sans but lucratif en fait. D'accord. Et cette Donc, association-là, donc, vient de lancer quelque chose. absolument, elle vient de lancer. Je vais te citer en fait parmi l'idée pour laquelle nous avons fondé cette organisation. C'était notamment défendre d'abord les intérêts collectifs et individuels des Djiboutiens, que ce soit de la diaspora ou que ce soit ceux qui sont restés au pays sous le joug de la dictature. Voilà. Et elle se permet, elle a des fondations en fait, juridiques, elle a un cadre juridique sur lequel s'appuient les activités qu'elle peut mener dans son but notamment relatif au pacte international aux droits économiques, sociaux et culturels, la charte des Nations Unies, la charte africaine des droits de l'homme, le collectif défend les intérêts des Djiboutiens, du peuple djiboutien en général, mais il y a parmi les objectifs et le but de l'association, le collectif entend saisir les instances et les juridictions nationales, régionales ou internationales
Sans que soit identifié et saisi l'ensemble des avoirs mobiliers ou immobiliers résultant de différentes infractions financières commises à Djibouti. D'accord, oui, on voulait en arriver là, pour aller plus vite, c'est cette plainte-là qui nous intéresse, à savoir que vous avez répertorié combien de bâtiments exactement? Le nombre de bâtiments sont au nombre de 18. C'est un travail qui a été initié par les Djiboutiens de la diaspora en tant que simple citoyen. Pour, le constat était parti que le fait que les 42% des Djiboutiens sous une misère exécrable, dans une pauvreté vraiment absolue. Les chiffres le disent, les statistiques le disent, les organisations internationales le démontrent. C'est quelque chose de connu. Djibouti est divisé en deux. Il y a vraiment l'extrême misère du quotidien djiboutien, du citoyen lambda, et une petite caste hétéroclite qui s'enrichit sur le dos du peuple djiboutien de manière sans aucun scrupule, quoi. Oui, d'accord. Non, donc, quand vous me dites 18, même moi je suis assez choqué là-dessus. Moi je pensais qu'il y avait que 2 ou 3 bâtiments, par exemple. Ah non, il ne s'agit pas que 2 ou 3 bâtiments. Nous avons pu répertorier en Suisse, au Canada, en France, à Londres, en Allemagne. Nous avons sillonné beaucoup de pays pour répertorier ce qui devait revenir de droit au peuple djiboutien, en fait. L'argent qu'il a été détourné a servi à acheter des biens ici à travers des sociétés grandes et des SI, c'est-à-dire des sociétés en fait satellitaires qui sont mis en place ici, en Europe, pour pouvoir se procurer, comment dirais-je, la largesse d'acheter des bâtiments qui coûtent des millions d'euros ou des millions de dollars. Tout cela sous le yeux de la justice française et bien sûr sans que ceux qui achètent ces biens, qu'ils utilisent des prête-noms ou qu'ils attirent ces biens par leur propre nom, des actes notariales. Et vraiment, nous avons trouvé qu'il était utile vraiment d'attaquer en justice et de traduire en justice tous les biens qui se trouvent en France. D'accord. L'objet de la plainte qui fait le buzz actuellement. Donc là, actuellement, c'est uniquement en France que ça se passe. Ça, c'est une première partie, mais il y a 3 volets. Bientôt la Suisse et prochainement le Canada. D'accord. Ce qu'on vous reproche, en gros, quand je lis les textes qui sont propagés là par les affiliés du RPP, c'est, voilà, ça reste quand même un président de la République qui, depuis 1977, a toujours eu des hautes fonctions. Est-ce qu'il n'a pas pu les acheter, tout simplement? Le plus honnêtement du monde, je veux dire. D'accord, très bien. Je peux te répondre clairement. Nous avons pu calculer en estimant, bien sûr, même si nous ne connaissons pas le salaire exact d'un président. Ah, si, je peux vous arrêter, M. Renan, puisque le président lui-même l'a dit dans Jeune Afrique, qu'il touchait à peu près 400 000 francs de Djibouti, équivalent de 2 000 euros. Très bien. Ben, en 19 ans de pouvoir, le salaire de ce président-là ne lui permet pas d'acquérir tous ses biens, ni pour ses enfants, ni pour ses gendres, ni pour lui-même. Nous sommes tous des salariés, nous travaillons tous, nous avons une meilleure rémunération par rapport au barème de Djibouti et nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de pouvoir acheter de tels immeubles. En fait. Il s'agit uniquement des biens du peuple djiboutien, l'argent du peuple djiboutien, à travers contre lesquels ils sont. Et ils n'ont pas de soins, ils n'ont pas des hôpitaux, ils vivent dans une misère exécrable. Il manque réellement de tout. Les produits de nécessité, le produit alimentaire de base sont vraiment inatteignables. Un Djiboutien lambda, à Djibouti, il fait
plus cher à y vivre que Londres et Paris. Comment est-ce que vous imaginez que dans un petit pays où il y a presque 1 million d'âmes, où les tenants du pouvoir roulent en Range Rover ou en Bentley ou je ne sais quoi, les populations ne puissent pas s'acheter, ne puissent pas convenablement trouver 3 repas par jour, des soins adéquats, accessibles à tous, une éducation viable. De qualité, oui. Absolument. Comment est-ce que c'est possible que cette petite caste qui est à la tête du pays puisse offrir le luxe de vivre dans un luxe mais vraiment extrême, et que toute la majorité de la population djiboutienne puisse ne pas pouvoir survivre et joindre le dégoût? Comment ça fait-il? D'accord. Il y a effectivement de quoi se poser des questions que vous posez apparemment. Deuxième chose que les gens ne comprennent pas trop, vous avez ce collectif, donc le collectif européen de la diaspora djiboutienne, mais apparemment ce n'est pas vous qui avez porté plainte, mais une autre ONG qui s'appelle Sherpa. Alors qui c'est Sherpa et puis pourquoi vous êtes passé par eux? Je rectifie, ce n'est pas Sherpa qui a porté plainte. Sherpa est un partenaire dans notre combat, dans la lutte pour la démocratisation. Pour Djibouti, comme partout en Europe et partout dans le monde. C'est un partenaire aussi de Transparence Internationale. D'accord. Qui agit pour défendre les victimes, les populations victimes, que ce soit des pays africains, des pays européens, des pays asiatiques, des pays qui ont vécu sous une dictature. Donc Sherpa est une organisation indépendante du collectif et des partenaires avec qui nous avons pu tisser des liens depuis très longtemps. Ils nous soutiennent dans cette plainte en nous apportant un éclairage et une expertise juridique. D'accord. Mais c'est en aucun cas Sherpa, une organisation basée en France, française, qui puisse s'attaquer aux dirigeants djiboutiens, aux présidents djiboutiens, aux dictateurs djiboutiens, que sais-je. D'accord, voilà. Donc c'est vraiment le collectif qui a porté plainte. Absolument. Avec l'éclairage de Sherpa. Absolument, c'est juste un soutien. D'ailleurs, j'aimerais bien ici remercier la présidente de Sherpa, Pauline, qui a fait un formidable travail et qui nous a aidés sans relâche depuis toutes ces années. En fait. D'accord, alors que l'on comprenne bien, s'il y a une plainte actuellement déposée de Djibouti contre quelqu'un ici, ça va être contre le collectif. Absolument, absolument. S'ils veulent s'attaquer à qui que ce soit, et d'ailleurs, je pense que le petit communiqué qui a été pendu en prenant Maître Moretti, était vraiment... on va revenir à ce sujet-là, Hanan. Je pense que c'est très, très, très important. Permettez-moi parce que là, ça vaut le coup aussi d'être éclairé. Hein. Je précise une chose pour le peuple djiboutien, pour que le citoyen lambda djiboutien sache que le collectif qui représente la diaspora, qui représente chaque citoyen djiboutien lambda, qui porte la plainte. Sherpa n'est qu'un associé, n'est qu'une organisation partenaire qui apporte son éclairage et son expertise juridique, en fait, et qui l'accompagne dans cette démarche, parce qu'elle s'y connaît, parce qu'elle a déjà mené les procès d'Obiang, et parce que nous l'avons convaincue depuis très longtemps qu'elle puisse collaborer avec nous pour nous aider et nous soutenir juridiquement. Voilà. Mais c'est le collectif djiboutien, européen de la diaspora, qui compte beaucoup de personnalités djiboutiennes dont je ne citerai pas le nom ici, ce collectif, en fait, représente chaque citoyen djiboutien qui est victime du pillage des deniers publics et des largesses du régime, en fait. D'accord. Alors, quelques questions par rapport à ça, monsieur Hanan. Là, on est en train de parler de Sherpa. Pas mal de gens, justement, étaient un tout petit peu effrayés en disant, voilà, Sherpa, ce n'est pas la première fois, on a déjà vu Sherpa à l'œuvre, entre autres, je pense, contre quelqu'un du Gabon,
le président du Gabon contre le président du Congo, et ainsi de suite. Et la plupart des gens sont en train d'écrire et de dire que, bon ben voilà, Sherpa est en train d'essayer de déstabiliser des gouvernements africains. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? On a le cas du Congo, on a le cas par exemple de Mobutu. On sait que Mobutu avait amassé une somme phénoménale, mais qui se retrouve bloqué en Suisse et qui n'a pas été retourné vers le Congo. Est-ce qu'on risque d'avoir ce genre de choses? En fait, non. La législation française a évolué. Nous avons été l'année dernière à l'Assemblée française avec Sherpa et Transparency International pour plaider en faveur d'une modification de la législation pour ce qui concerne la restitution des biens mal acquis en fait. Et depuis lors, la loi est passée, 65% en fait des montants ou des biens qui sont saisis sont retournés dans les pays en fait où les populations sont victimes à travers des projets, à travers des aides, à travers un financement de son trésor national en fait. Et donc, ce n'est plus le cas comme avant parce qu'il n'y avait pas un cadre juridique ou des lois spécifiques carrément qui permettaient, ou bien les régimes qui reprenaient le pouvoir étaient des régimes despotiques et aussi autoritaires, dictatoriaux, et ne permettaient pas en fait, ne permettaient pas la restitution. D'accord. Eh bien, aujourd'hui, la loi française a évolué dans ce sens, et donc 75% de ce qui a été saisi par les frais notariels, judiciaires et machin, tout le reste est bien restitué à Djibouti dès que le régime djiboutien tombera. En fait. Il ne s'agit ni d'une déstabilisation de Sherpa ou d'une quelconque autorité française, il s'agit bien des Djiboutiens, des citoyens djiboutiens comme toi et moi, comme tout à chacun de nous, qu'ils vivent à Hayou, qu'ils vivent à Al-Sabir, qu'ils vivent à Abouli, qui se portent volontaires pour traduire en justice ces faits de corruption qui sont vraiment graves et qui ligotent le peuple djiboutien à la misère. Donc nous plaidons, nous avons porté cette plainte pour restituer aux Djiboutiens tout ce que le dictateur djiboutien Ismaël Omar Guelleh et sa famille ont dépouillé en fait. Ils ont essayé, je me permettrai de placer un petit proverbe somalien. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, d'accord. Excusez-moi pour mes frères en fait, djiboutiens qui parlent arabe et afar. C'est juste pour vous dire que je vais essayer d'expliquer ça en français aussi. واحد صوماليكم ما wax walaal loo diiday wad lagama karo en fait un bien mal acquis ne profite jamais à la personne en fait qui pollue en fait. Donc le meaning, la définition était ça. Donc je clarifie ici à chaque citoyen djiboutien, tous nos auditeurs qui puissent, les amis d'Europe, de France et de partout dans le monde, qu'il ne s'agit en aucun cas d'une mission ou d'une déstabilisation de la France. D'ailleurs, les autorités judiciaires, les autorités françaises l'ont appris en même temps que les médias français ont relaté en fait l'information, les communiqués que nous avons publiés. Voilà. D'accord, j'ai vu ça aussi, effectivement. Bien, maintenant, si on revient justement à la contre-attaque de la République de Djibouti. Non, pas de la République de Djibouti, de M. Ismaël Omar Guelleh, président. À ce qu'il paraît, j'ai vu passer... Comment? Omar Guelleh est un fonctionnaire de l'État djiboutien. C'est le premier magistrat, comme on dit. Oui. C'est le président, quand même. Bien qu'il soit illégitime, qu'il n'a jamais été, en fait, qu'il n'est jamais venu au pouvoir de manière, en fait, légale, il a toujours... Ah bah si, il y a eu quand même des élections, Aïnan, non? Il y a toujours eu des matchs. Il n'y a jamais eu des élections libres, transparentes et crédibles à Djibouti depuis 1977. Depuis l'ascension à notre indépendance, il n'y a jamais eu des élections libres à Djibouti. D'accord. Maintenant, revenons justement à la réplique.
J'ai vu au niveau des réseaux sociaux qu'il y a eu une contre-attaque, on va dire, où alors d'abord, est-ce que c'est vrai que c'est Maître Dupont-Moretti qui va représenter la famille Ismaël Omar Guelleh? Mais d'après les déclarations que font en fait les, les militaires du régime Mhm. et, 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 et leurs amis, c'est bien sûr Maître Moretti qui va les représenter. Je ne peux pas me prononcer sur la fiabilité de ces communiqués, mais même si, même si Maître Moretti est saisi, qu'est-ce qu'il peut faire contre des faits? Attention, c'est un grand monsieur du barreau. Vous savez qu'il a même un surnom, hein, ce monsieur-là, là. Acquittator, on l'appelle. C'est quelqu'un qui arrive à acquitter, mais par milliers. Moi, moi, personnellement, je l'appelle la grande gueule, mais le droit français est ce qu'il est, la justice française est indépendante et impartiale. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il ne fallait pas défendre, qu'il ne faut pas défendre, comme un tyran qui appauvrit sa population, qui ligote ses gens à la misère et qui vole ses biens pour s'acheter des villas luxueuses en fait à l'étranger. Moralement, il devait avoir honte de se porter en fait. Non, non, non. Je pense qu'il fait son boulot honnêtement, Aynan, et que au niveau de l'opposition, on a toujours dit que quel que soit le crime commis, on a toujours besoin d'être défendu. Ça, c'est même un principe des gens de l'opposition. Hein. Absolument, absolument. Même les criminels ont droit Ah oui, oui, une oui. défense. S'il faut revenir Absolument. pour faire la même chose que ce que vous voulez remplacer, ça va pas y aller. Je prends acte si ce communiqué s'avère véridique, Mhm. s'il est fiable. Je ne peux que m'en réjouir et que la justice française tranche. Puisqu'il ne peut pas intervenir, il ne peut rien arrêter, il ne peut rien faire. Enfin, l'enquête est déjà partie. Mhm, mhm. Le parquet financier français est déjà saisi. Une information judiciaire est déjà ouverte. On D'accord. ne sait pas revenir en arrière. Le projet, la plainte a été acceptée. Après, à la justice française de décortiquer et de statuer en fait Et sur. de statuer là-dessus. D'accord. Alors, il y a deux gars qui sont en train de s'impatienter ici, qui ont envie de vous poser quelques questions. Je termine vite. Voilà. Il y a, bon, en tout cas, il y a de gros risques que cette plainte soit déposée. Vous, de votre côté, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce qu'il y a un avocat qui est prêt à vous défendre? En gros, est-ce que financièrement, vous pouvez suivre? En fait, ici, il n'est pas question de finance. En fait, tu as des combattants de la liberté, des gens qui agissent pour un pays, qui défendent en fait la dignité et les droits sociaux et économiques des Djiboutiens. Et chaque organisation ici, sans but lucratif, peut aider et se porter collaborateur ou bien soutenir Mhm. une organisation qui porte les mêmes valeurs qu'elle et qui agit dans son champ de prédilection, bien sûr. Donc on n'a pas besoin de finances et on n'a pas besoin, le projet a été déjà mené depuis 3 à 4 ans. C'est un travail minutieux qui a été fait par la diaspora djiboutienne. Beaucoup de jeunes en fait exilés qui eux ont fait tout ce travail pour chaque Djiboutien qui se respecte et qui est victime de la dictature à Djibouti, bien sûr. D'accord. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Aynan. C'est moi qui te remercie. Et avant, non, on va pas encore se quitter. Il y aura quelques questions qui vont être posées maintenant par quelqu'un qui se sent plutôt proche du régime, on va dire. Mais d'abord, avant de terminer, un dernier mot peut-être sur cette interview. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter? J'avais envie de rajouter que je vais juste passer un petit message. Bien sûr, allez-y. Oui, je voulais interpeller chaque Djiboutien pour qu'il vive à Djibouti et lui adresser en fait ce message.
que le temps de l'impunité, en fait, est terminé. Un nouveau vent souffle, en fait, à Djibouti, comme ailleurs sur la Corne d'Afrique. Nous ne devons pas rester en reste. Les temps où les tyrans, en fait, terrorisaient, massacraient et piétinaient la dignité humaine est dépassé. On va adopter d'autres valeurs. On va marcher au même pas que nos pays riverains. Je pense que le régime dictatorial d'Ismaël Omar, sa page est vraiment tournée. C'est mon avis personnel. Sa page est vraiment tournée. Nous avons un bel espoir d'instituer, en fait, d'instaurer des institutions solides, des élections libres et une justice parfaite et équitable à Djibouti. Je voulais dire que chaque citoyen djiboutien qui a été lésé, en fait, soit par les échecs du passé de l'opposition ou quoi que ce soit, puisse aujourd'hui retrouver le moral et l'espoir d'un vent de changement qui n'était pas épargné Djibouti. C'est tout le message que je voulais, en fait, partager. D'accord. Bon, ben écoute, merci encore, Aynan. Et bon, il ne reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. Et puis on va rester de toute façon à l'écoute. Et on va continuer à suivre cette histoire-là. Et puis à très très bientôt. Ah, très bientôt, très bientôt. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il n'y aura pas de questions. D'accord, c'est très bien, c'est très bien. C'est moi qui te remercie. De Nabat Nantes, Nidal, vous faites un formidable travail. Merci, c'est gentil. Les yeux et les oreilles des Djiboutiens, c'est la seule fenêtre à travers laquelle l'espoir, en fait, d'une renaissance, d'une nouvelle fin à Djibouti, d'un changement à Djibouti, d'un pays vraiment libre, débarrassé de cette dictature qui sévit, qui pille, qui tue et qui emprisonne à Djibouti. Vraiment, vous êtes un acteur incontournable et vous avez beaucoup contribué. J'aimerais bien rendre hommage ici à votre radio. C'est une très belle initiative. J'encouragerais les gens de la diaspora qui n'ont pas de médias à l'étranger ou qui sont lésés par l'organe de la propagande de la RCD à Djibouti de nous suivre chaque samedi. Merci à vous tous et j'ai bon espoir que cette plainte on la suivra de toute façon de très très près. Merci beaucoup, Aynan. Et vive la radio libre, absolument. Salam alaikum. Merci, merci. À tous les Djiboutiens qui nous écoutent, Inch'Allah. Inch'Allah.